laissait d'un air morose son regard se perdre dans le feuillage des arbres. Ni soupir, ni sentiment n'avaient prise sur Tamurello. Desmei le découvrit. Elle apprit qu'il était également cuirassé contre les cajoleries, cependant que les reproches avaient apparemment pour seul effet de l'ennuyer. En dernier ressort, sur le ton de la plaisanterie, Desmei évoqua un ancien amant qui lui avait causé de la peine et, sans avoir l'air d'insister, cita les malheurs qui s'étaient ensuite acharnés sur lui. Elle constata qu'elle avait enfin attiré son attention et aborda des sujets plus réjouissants. Tamurello se laissa guider par la prudence et, de nouveau, Desmei n'eut plus à se plaindre. Après un mois mouvementé, Tamurello se sentit dans l'incapacité de poursuivre ses démonstrations de zèle forcé. Il recommença à éviter Desmei, mais maintenant qu'elle comprenait les ressorts de sa conduite, elle le ramena vivement au pas. En désespoir de cause, Tamurello jeta sur Desmei un sort d'ennui, une influence tellement insensible, graduelle et discrète qu'elle ne s'aperçut pas de ce qui lui arrivait. Elle prit en dégoût le monde, ses vanités sordides, ses ambitions futiles et ses plaisirs insipides. Mais son caractère était si fort que pas un instant elle ne soupçonna que le changement pouvait tenir à elle. Du point de vue de Tamurello, ce sort était un succès. Plongé dans une méditation lugubre, Desmei erra pendant un temps dans les vastes salles de son palais, sur la plage à proximité d'Is, puis elle décida finalement d'abandonner le monde à ses tristes occupations. Elle se prépara à la mort et, du haut de sa terrasse, regarda le soleil se coucher pour la dernière fois. À minuit, elle envoya par-dessus les montagnes une bulle d'avertissement à destination de Faroli, mais, quand l'aube pointa, aucun message n'avait été renvoyé. Desmei médita toute une heure et s'avisa enfin de s'interroger sur l'accablement qui l'avait amené à ce stade déplorable. Sa décision était irrévocable. Toutefois, dans son heure dernière, elle s'activa pour mettre en œuvre une série de formulations merveilleuses comme jamais encore il n'y en avait eu. Les mobiles qui dictèrent ces actions fatales étaient indéchiffrables sur le moment et le restèrent plus tard, car les facultés de raisonnement de Desmei étaient devenues erratiques et singulières. Elle éprouvait certainement l'impression d'avoir été victime d'une trahison, elle en ressentait de la rancœur, sans doute aussi dans une certaine mesure un désir de vengeance, et elle paraissait également animée par des forces purement créatrices. En tout cas, elle produisit deux objets hors de pair, dont elle espérait peut-être qu'ils seraient perçus comme la projection de son moi idéal, et que la beauté de ces objets et leur symbolisme frapperaient Tamurello. Les événements qui se déroulèrent par la suite démontrent qu'à cet égard elle n'obtint pas le succès escompté. Et le triomphe, si le mot est utilisable en pareil cas, c'est plutôt Tamurello qui le remporta. Pour atteindre ses objectifs, Desmei utilisa des matériaux variés. Du sel marin, de la terre provenant du sommet du mont Kambasté en Éthiopie, des exsudations et des onguents, en même temps que des éléments de sa propre substance. Ainsi donc, elle créa un couple d'êtres merveilleux, des modèles de toutes les grâces et beautés. La femme était Mélancte, l'homme était Faude Carfiliote. Toutefois, cela ne se termina pas là. Quand les deux se furent dressés nus et indifférents dans le cabinet de travail, les scories restés dans la cuve exhalèrent une vapeur verte à l'odeur infecte. Après en avoir absorbé involontairement une bouffée, Mélancte recula avec dégoût et la recracha. Par contre, Carfiliote trouva cette puanteur à son goût et l'aspira avec avidité. Quelques années plus tard, le château Tinsinfairal tomba aux mains des soldats du Troisinet. Carfiliote fut capturé et pendu à un gibet d'une hauteur démesurée, et ce afin d'envoyer une image d'une signification évidente pour la gouverne aussi bien de Tamurello à Faroli, en direction de l'Est, que du roi Casmir de Lyonesse, au sud. Finalement, le cadavre de Carfiliote fut dépendu, placé sur un bûcher et brûlé tandis que résonnait la musique des flûtes et des cornemuses. Au milieu des réjouissances, les flammes émirent une giclée de vapeur verte fétide qui, emportée par le vent, vola jusqu'au-dessus de la mer. Elle tourbillonna au ras des flots, se mêla à l'écume des vagues et se condensa en une perle verte qui coula au fond de l'océan où, un beau jour, elle fut gobée par un gros turbo. 2.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.